En 1894, dans les archives oubliées de la préfecture de police de Paris, on retrouva un dossier classé Affaires spéciales, contenant des rapports à demi consumés par le feu et des télégrammes jamais expédiés, et ce qu'il révélait dépassait l'imagination. Un inspecteur provincial nommé Adrien Morel, envoyé discrètement dans la région de la vallée de la Loire pour enquêter sur une série de disparitions inquiétantes parmi les ouvriers agricoles, n'avait jamais été revu et ses notes témoignaient d'une conspiration d'une cruauté méthodique, conduite non pas par des criminels ordinaires, mais par un cercle d'aristocrates provinciaux qui se donnaient des airs de mécènes éclairés, alors qu'ils organisaient en secret ce qu'ils appelaient les séances d'harmonisation sociale, autrement dit des expériences psychologiques et physiques sur des hommes recrutés de force, mutilés de l'âme et du corps, et ensuite renvoyés à leur famille comme des coquilles vides, dociles et incapables de témoigner. Ce qui rendait l'affaire encore plus glaçante, c'est que tout se passait derrière les façades lumineuses de châteaux réputés pour leurs jardins à la française et leurs salons remplis d'œuvres d'art, et que les familles impliquées, les d'Aubry de Montreuil, les Charvet de Saint-Clément, les Vaubel de Touraine, les Delaunay de Richemont, les Harlay d'Angers, les Clément du Lude et les Giraud de Langeais, appartenaient à l'élite la plus respectée de la région, ayant bâti leur fortune sur les vignobles, les filatures et les liaisons bancaires avec Paris et Londres, mais surtout sur un réseau invisible d'influence qui leur permettait d'agir en toute impunité. L'inspecteur Morel, décrit dans les rares lettres survivantes comme un homme d'une rigueur incorruptible, croyait au départ mener une mission administrative sur des statistiques de mortalité, mais il découvrit rapidement que les ouvriers disparus n'étaient pas simplement victimes d'accidents de travail ou d'épidémies saisonnières, car les registres montraient des vagues de décès concentrés autour des dates où ces familles organisaient leurs bals privés et retraites estivales. Lorsqu'il visita pour la première fois le domaine des d'Aubry, il fut frappé par l'opulence du lieu, tapisseries flamandes, lustres vénitiens, bibliothèque de plusieurs milliers de volumes, et pourtant, les logements des journaliers, situés à l'écart dans les bois, portaient des traces inquiétantes, portes doublées de fer, fenêtres obstruées de barreaux, pièces tapissées d'un matériau étrange qui absorbait le son, comme si l'on avait voulu y étouffer les cris. Les ouvriers qui l'interrogeaient semblaient brisés, incapables de soutenir le regard, parlant à voix basse avec des tremblements nerveux, certains couverts de cicatrices fines qui évoquaient davantage des instruments de précision que des accidents agricoles. Et une vieille femme osa lui souffler, profitant d'un instant d'absence de la maîtresse de maison. « On les envoie aux autres châteaux, monsieur l'inspecteur. Ils partent debout et reviennent différents, comme vidés de l'intérieur. » Cette phrase le hanta, d'autant plus qu'elle confirmait les rumeurs entendues à l'auberge d'Amboise où l'on murmurait que certains nobles organisaient des réunions nocturnes interdites dans des caves voûtées, mêlant discours philosophiques, expériences pseudo-scientifiques et sévices inavouables. Une nuit de septembre, un artisan menuisier libre nommé Émile Fournier, réputé pour son savoir-faire et sa discrétion, approcha Morel avec un petit carnet en cuir taché d'encre, affirmant que ce journal appartenait à un ouvrier disparu qui avait su écrire en secret. Et dans ces pages se lisaient des descriptions effroyables, hommes attachés à des sièges de bois munis de mécanismes métalliques, soumis à des épreuves où l'amour pour leur famille était retourné contre eux, où chaque déclaration d'attachement entraînait la souffrance d'un proche, tandis que les nobles observaient, chronométraient, notaient leurs réactions, comme dans un laboratoire. Ce qui choqua le plus Morel fut l'apparente conviction de ces aristocrates qu'ils œuvraient pour une science nouvelle, persuadés que la société moderne devait être régénérée par l'étude de la douleur et de la soumission, et que les classes laborieuses n'étaient qu'un matériel d'expérimentation. Au fil de ses enquêtes, l'inspecteur découvrit des lettres échangées entre les dames des familles, Hélène d'Aubry, Mathilde Charvet, Sophie Vaubel, Camille Delaunay, Adèle Harlay, Élisabeth Clément et Laure Giraud, où elles décrivaient avec une froide élégance les méthodes qu'elles avaient testées, notant les résultats encourageants d'isolement prolongé, de privation de sommeil, de menaces sur les enfants, ou encore de simulacres religieux destinés à briser la foi de leurs victimes. Ce cercle se voyait comme une académie parallèle, une société secrète éclairée, mais dédiée non pas à élever l'homme, mais à perfectionner son asservissement. Et il devint évident pour Morel que ce n'était pas une série d'incidents isolés, mais un système organisé depuis plus d'une décennie. La tension monta lorsqu'il reçut une invitation à dîner au château de Montreuil, où il fut accueilli avec la courtoisie la plus raffinée, entouré de conversations sur la littérature et la politique, mais chaque phrase semblait être une menace voilée, les dames évoquant avec un sourire les nombreuses maladies qui frappaient les visiteurs imprudents de la vallée et les accidents fréquents sur la Loire. Dans la nuit suivante, Morel se rendit en secret au domaine de Saint-Clément, profitant d'une fête masquée pour s'introduire dans une aile interdite. Et ce qu'il vit, des salles alignées comme des cellules d'expérimentation, instruments complexes luisant sous la lumière des torches, hommes hagards réduits à l'état d'ombre, confirma que cette affaire dépassait le simple scandale provincial et touchait à une entreprise de domination méthodique. Dans sa dernière lettre inachevée, il écrivait « Ce que j'ai vu n'est pas de la folie, mais une science inversée. Une conviction partagée par des femmes de haute naissance persuadées de servir le progrès en détruisant ce qui fait l'humanité même. Si je n'en sors pas, que ces lignes témoignent. »
3 jours plus tard, son fiacre fut retrouvé vide près de Saumur, ses notes principales disparues et la préfecture classa l'affaire dans un silence complice. Mais certains fragments survécurent et c'est grâce à eux que nous pouvons aujourd'hui entrevoir l'horreur sophistiquée qui se cachait derrière les façades resplendissantes de la Loire fin de siècle. Lorsque les premiers fragments du dossier Morel réapparurent dans les années 1920, un historien local du nom de Lucien Prieur affirma que l'affaire avait été volontairement étouffée parce qu'elle mettait en cause non seulement de grandes familles provinciales, mais aussi certains fonctionnaires de la capitale. Et il publia un court article dans une revue confidentielle avant de disparaître mystérieusement lors d'un voyage en train vers Tours, ce qui alimenta encore les soupçons. Ces notes parlaient d'une confrérie des harmonisatrices, une appellation élégante que les dames de la Loire utilisaient pour se désigner, et elles auraient entretenu une correspondance cryptée avec d'autres cercles à Lyon, Bordeaux et même Bruxelles, où des expériences similaires étaient menées sous couvert d'études médicales. Les lettres décrivaient avec minutie la transformation de jeunes ouvriers en individus parfaitement soumis, privés de mémoire et de volonté, une main-d'œuvre idéale que l'on pouvait réintroduire dans les vignobles ou revendre discrètement à des industriels en quête de travailleurs dociles. Selon ces documents, chaque château possédait une salle centrale appelée l'oratoire, une pièce déguisée en chapelle privée mais équipée de dispositifs d'isolement sonore, de sièges articulés et de miroirs sans teint, derrière lesquels les dames prenaient des notes, chronométrant chaque phase de la décomposition psychologique. L'inspecteur Morel, avant sa disparition, avait observé que ces séances étaient réglées comme des rituels, les femmes, vêtues de soie noire, tenant des carnets reliés de cuir, récitant parfois des passages de philosophes qu'elles détournaient à leur usage, citant Rousseau ou Montesquieu pour justifier la nécessité de remodeler les masses. Et l'effet en était d'autant plus terrifiant que tout se faisait avec calme, méthode et un sentiment de supériorité intellectuelle. Ce qui ressortait également des témoignages recueillis par Émile Fournier, le menuisier rescapé, c'est que la peur ne se limitait pas aux victimes directes. Les familles entières vivaient dans une terreur silencieuse, sachant que la moindre tentative de dénonciation entraînerait la perte d'un enfant, la ruine par des manœuvres financières ou l'accusation fabriquée de vol ou d'anarchisme. Plusieurs disparitions de syndicalistes locaux entre 1888 et 1892 pourraient s'expliquer par ces pratiques, car leurs corps ne furent jamais retrouvés, mais des rumeurs circulaient qu'ils avaient été réorientés dans des domaines privés où leur esprit avait été brisé. Les dames s'appuyaient sur une logistique perfectionnée. Voitures discrètes circulant de nuit, complicité de médecins notables qui rédigeaient de faux certificats de décès, notaires qui falsifiaient des contrats de travail, et surtout un réseau d'ecclésiastiques complaisants qui couvraient leurs activités sous l'étiquette de retraite spirituelle, permettant d'utiliser des bâtiments religieux désaffectés comme annexes au château. La puissance financière des familles leur offrait une immunité quasi totale, car elles finançaient les campagnes électorales locales et entretenaient des liens avec la presse parisienne, laquelle recevait des donations généreuses pour taire toute rumeur. Ce qui distinguait ce cercle des autres scandales de la Belle Époque, c'était la prétention scientifique qu'elle revendiquait. Elle parlait de laboratoire social, de régénération de la société moderne, convaincue que la République vacillante avait besoin de citoyens modelés par la douleur pour être stables et obéissants. Des extraits de carnets retrouvés mentionnaient des expériences spécifiques, telles celles baptisées « l'épreuve de la lueur », où un homme enfermé dans l'obscurité totale voyait apparaître à intervalles irréguliers une lanterne dévoilant sa femme ou son enfant attachés, parfois en réalité, parfois par des illusions habilement orchestrées avec des acteurs ou des silhouettes habilement orchestrées, jusqu'à ce qu'il ne sache plus distinguer vrai et faux et supplie de renoncer à toute attache. Une autre méthode appelée le carillon consistait à soumettre les ouvriers à des sons réguliers de clenches, jusqu'à ce que leur esprit associe chaque tintement à une injonction d'obéissance, créant une forme de réflexe conditionné qui faisait frissonner même les observateurs les plus cyniques. La sophistication de ces méthodes démontrait une influence intellectuelle extérieure, et Morel soupçonnait que des universitaires de Paris ou de Berlin avaient alimenté ces expériences par des échanges épistolaires, bien que rien n'ait pu être prouvé avant la disparition de ces notes principales. Ce qui reste cependant, ce sont les traces matérielles. Dans les caves de certains châteaux, aujourd'hui transformés en hôtels, des ouvriers du patrimoine ont découvert des murs doublés de bois calciné et de plaques métalliques rouillées, vestiges d'aménagements inexplicables pour de simples celliers. Et l'on raconte que dans le château du Lude, un guide trouva derrière une cloison une chaise de bois munie de sangles de cuir.
immédiatement confisqués par des représentants de l'État, sous prétexte de conservation. À mesure que l'on recolle les fragments, l'histoire dessine un tableau d'horreur froide, où la haute société féminine de la Loire, frustrée par l'enduit des salons et les absences prolongées de leurs maris, avait trouvé un terrain d'expression dans la domination absolue de ceux qu'elles considéraient comme inférieurs, et elles échangeaient entre elles leurs résultats, comme d'autres dames échangeraient des recettes de cuisine. La disparition de Morel, loin d'avoir mis fin au cercle, semble au contraire avoir renforcé leur discrétion et leur audace, car dès 1895, on constate une brusque augmentation des fortunes de ces familles, comme si la vente d'ouvriers harmonisés avait généré un nouveau marché clandestin. Ce marché, masqué derrière des contrats agricoles, aurait alimenté les filatures de l'Ouest et certaines manufactures parisiennes, expliquant la docilité inexplicable de certains travailleurs réputés comme exemplaires. L'angoisse gagne encore aujourd'hui ceux qui consultent ces dossiers fragmentaires, car ils se demandent combien de descendants portent en eux la séquelle psychologique de ces manipulations, héritage invisible d'une science noire que l'histoire officielle préfère taire. Et si tout cela n'était qu'une invention, pourquoi alors retrouve-t-on des témoignages convergents sur des silhouettes vêtues de noir se rendant de nuit au château, sur des ouvriers revenus muets de séjours médicaux, sur des lettres signées de mains aristocratiques décrivant des expériences numérotées comme des essais cliniques? Plus d'un siècle après, la vallée de la Loire garde ses secrets derrière ses façades étincelantes, et ceux qui osent fouiller trop profondément disparaissent souvent dans des circonstances jamais élucidées. Au tournant du siècle, alors que Paris brillait sous l'exposition universelle de 1900 et que l'Europe célébrait le progrès technique, dans les campagnes ligériennes, les bruits de disparition persistaient. Mais toute tentative d'enquête se heurtait à un mur de silence entretenu par les notables et renforcé par la peur des habitants. Un jeune journaliste, Paul Desrosiers, convaincu que l'affaire Morel n'avait jamais été résolue, entreprit de collecter témoignages et rumeurs, et il nota dans son carnet qu'à chaque génération, certains ouvriers semblaient choisis pour être envoyés dans les châteaux, revenant ensuite méconnaissables, dociles, parfois incapables de reconnaître leurs proches, et que ce phénomène suivait un calendrier précis lié aux grandes fêtes mondaines organisées par les dames aristocratiques. Desrosiers décrivit une atmosphère oppressante dans les villages environnants. Les gens évitaient de parler, détournaient les yeux lorsqu'on mentionnait les noms d'Aubry, Charvet ou Vaubel, et il comprit que la terreur n'était pas seulement individuelle mais collective, une chape psychologique entretenue par des décennies de menaces implicites. Il retrouva un ancien valet de chambre, retraité et réfugié à Nantes, qui raconta avoir servi lors d'un dîner étrange au château de Richemont en 1897. La grande salle avait été décorée non de fleurs, mais de mécanismes en cuivre et de miroirs mobiles, et derrière un rideau, il avait aperçu des hommes ligotés, observés par les dames en robe de soie qui prenaient des notes en riant doucement, comme si elles assistaient à une représentation théâtrale. Ce témoignage glaça le sang du journaliste, d'autant plus que l'homme répétait sans cesse que ce n'était pas des folies, c'était organisé comme une messe. En parallèle, Desrosiers réussit à obtenir l'accès à une partie des archives départementales où dormaient des rapports médicaux suspects. Plusieurs certificats de décès rédigés par le même médecin évoquant des arrêts cardiaques consécutifs à l'épuisement pour des hommes jeunes et robustes, souvent ouvriers saisonniers, et tous liés au domaine des familles mentionnées dans l'affaire Morel. Certains documents portaient des annotations étranges, des chiffres et des lettres formant une sorte de code que Desrosiers interpréta comme les références d'expériences classées méthodiquement, confirmant que les victimes n'étaient pas choisies au hasard, mais intégrées dans un protocole expérimental. Ce qu'il découvrit ensuite allait au-delà du scandale local. Une lettre datée de 1901, signée d'une certaine comtesse d'Elge, remercia Mesdames d'Aubry pour les démonstrations remarquables de l'oratoire, affirmant qu'elle avait pu transposer ses méthodes dans un domaine près de Bruges avec des résultats similaires sur des ouvriers frondeurs et ajoutait que les applications industrielles de telles techniques étaient infinies. Desrosiers comprit que le cercle ligérien servait de matrice à un réseau transnational d'expérimentation sociale, exportant ses méthodes vers d'autres aristocraties inquiètes de la montée du mouvement ouvrier. Sa fascination grandissait, mais aussi son effroi, car à mesure qu'il accumulait des preuves, il sentait une présence invisible autour de lui, des pas derrière lui dans les ruelles sombres de Tours, des lettres anonymes glissées sous la porte de sa pension lui conseillant de cesser de troubler la mémoire des dames. L'un de ses contacts, un archiviste discret, disparut du jour au lendemain, et l'on retrouva sa chambre vidée comme si quelqu'un avait méthodiquement effacé ses traces. Malgré tout, Desrosiers persista, convaincu que révéler l'affaire serait un coup de tonnerre journalistique, mais il se heurta à une mécanique de censure implacable. Son rédacteur en chef à Paris, après avoir lu quelques fragments, lui interdit de publier, évoquant des pressions venues d'en haut.
Et peu après, son appartement fut cambriolé, seul son carnet de notes disparut tandis que l'argent et les objets de valeur restaient intacts. Paradoxalement, ce fut cette disparition qui confirma ses suspicions. Si on voulait ces notes, c'est qu'elles touchaient au vrai. Déterminé, il se rendit incognito au château de Langeais où devait se tenir une réception caritative et en observant discrètement les invités, il nota la présence d'étrangers distingués, industriels allemands, banquiers londoniens, professeurs suisses, qui se retiraient ensuite dans une aile interdite du château. Il réussit à s'introduire dans un couloir de service et vit par l'entrebâillement d'une porte une scène saisissante. Dans une grande salle circulaire, plusieurs ouvriers alignés étaient soumis à des preuves de privation sensorielle, tandis que les dames aristocratiques prenaient la parole tour à tour, décrivant leurs méthodes comme des variations d'harmonisation. Et les invités prenaient des notes enthousiastes, compris qu'il avait devant lui une véritable démonstration destinée à convaincre des partenaires financiers ou intellectuels de diffuser ces techniques ailleurs. Pris de panique, mais déterminé, il recula, se promettant de fuir avec ces révélations, mais il ne put jamais publier son enquête, car à son retour à Paris, il fut retrouvé noyé dans la Seine, un drame officiellement qualifié de suicide lié à une mélancolie personnelle, ce qui fit taire toute curiosité supplémentaire. Pourtant, des copies de quelques pages de son carnet furent sauvegardées par un ami proche et transmises en secret à des cercles progressistes, alimentant la rumeur d'un complot aristocratique qui utilisait la souffrance humaine comme laboratoire, et ces rumeurs réapparurent sporadiquement au fil des décennies. Certains affirmaient même que des techniques employées dans certaines prisons militaires pendant la Première Guerre mondiale rappelaient étrangement les descriptions de Desrosiers, notamment l'usage de privations sensorielles et de manipulations psychologiques pour briser la volonté des prisonniers. Ainsi, loin d'être un vestige oublié de la fin du XIXe siècle, la confrérie des harmonisatrices semblait avoir transmis son savoir occulte aux sphères du pouvoir moderne, rendant la frontière entre légende noire et influence réelle de plus en plus floue. Après la mort suspecte du journaliste Paul Desrosiers, l'affaire sembla sombrer définitivement dans l'oubli. Mais les guerres du XXe siècle lui offrirent un étrange prolongement, car plusieurs officiers français en poste pendant la Première Guerre mondiale évoquèrent dans leurs carnets des méthodes d'affermissement moral employées sur des soldats jugés déserteurs ou insoumis, méthodes qui ressemblaient trop à celles décrites dans les carnets de Desrosiers pour être une simple coïncidence. Un médecin militaire de Verdun parla de salles obscures où l'on exposait des hommes à des bruits répétitifs de cloches ou à des simulacres de voix familiales afin de les reconditionner. Et son témoignage, découvert dans les archives de l'armée en 1967, faisait référence à une certaine « école de la Loire » comme source d'inspiration. Cela confirmait que le savoir des dames aristocratiques, loin d'avoir été enterré avec la chute du monde ancien, avait glissé insidieusement dans les institutions modernes, recyclées sous un vernis patriotique. La Seconde Guerre mondiale amplifia encore ces échos, car des résistants capturés rapportèrent après leur libération avoir été enfermés dans des pièces capitonnées où les tortionnaires allemands utilisaient des procédés psychologiques étrangement semblables aux séances d'harmonisation, isolement prolongé, privation de sommeil, manipulations affectives. L'un d'eux, un instituteur d'Indre-et-Loire, jura avoir entendu ces geôliers prononcer les noms de Montreuil et de Richemont comme des références codées, ce qui laisse penser que des descendants ou des héritiers intellectuels de la confrérie avaient collaboré avec les services d'occupation. Après la guerre, alors que l'Europe tentait de reconstruire une mémoire officielle, de nouvelles disparitions ponctuèrent la vallée de la Loire. Ouvriers agricoles saisonniers, parfois des immigrés italiens ou polonais, qui s'évaporaient sans laisser de traces, et les gendarmes attribuaient cela à des départs volontaires, alors que les familles juraient que leurs proches n'avaient jamais quitté la région. En 1952, un jeune prêtre de Saumur, l'abbé Louis Barre, entreprit de prêcher contre les forces invisibles qui utilisent la souffrance comme un outil, mais son zèle lui valut d'être muté brusquement à l'autre bout de la France, et quelques mois plus tard, il mourut dans un accident de voiture suspect. Son journal intime, retrouvé après sa mort, décrivait ses visites dans des caves abandonnées des châteaux de la région, où il avait découvert des dispositifs métalliques étranges, comparables à des instruments de musique, mais manifestement conçus pour enserrer le corps humain. Et il écrivait « Ces lieux sont hantés, non par des fantômes, mais par la mémoire d'une science noire qui n'a jamais cessé d'opérer. » Les décennies suivantes renforcèrent cette impression d'un fil invisible reliant passé et présent.
En 1968, lors des révoltes étudiantes, certains militants disparurent mystérieusement en Touraine après avoir collé des affiches dénonçant les vieilles familles aristocratiques. Et parmi eux, une jeune femme, Marianne Dupri, laissa derrière elle un manuscrit inachevé dans lequel elle affirmait que la confrérie avait survécu en se modernisant, intégrant des réseaux bancaires et politiques, et qu'elle menait désormais ses expériences sous couvert de recherches psychologiques universitaires. Ce texte, jamais publié, circula sous le manteau parmi les cercles contestataires et alimenta la légende d'un pouvoir occulte féminin régnant encore dans les coulisses. Dans les années 1980, alors que les châteaux de la Loire étaient devenus de hauts lieux touristiques, des ouvriers de restauration découvrirent derrière un faux mur au château de Vaubel une pièce circulaire ou sol pavé de dalles percées de rigoles, comme pour évacuer des liquides. Et les autorités ordonnèrent immédiatement la fermeture du chantier, invoquant la fragilité de la structure. Mais les témoins jurent avoir vu des inscriptions gravées en latin et en grec comme des devises savantes, mêlant référence à la douleur et à l'ordre social. En parallèle, des rumeurs persistaient dans les villages, évoquant des processions nocturnes de femmes vêtues de capes sombres se dirigeant vers les forêts, accompagnées de camions anonymes dont personne n'osait approcher. Au début des années 2000, un documentaire indépendant tenta de relancer l'enquête. Mais l'équipe de tournage disparut mystérieusement après une nuit d'exploration dans les caves du château de Saint-Clément. Et seuls quelques rushs furent trouvés. Images floues d'un couloir étroit, bruit de chaînes et une voix tremblante répétant « Il continue, il continue ». Ces fragments suffirent à relancer la peur, et plusieurs habitants refusèrent désormais de parler de l'affaire, craignant que le simple fait de prononcer certains noms attire l'attention de forces toujours actives. Il est frappant de constater que chaque tentative de révéler la vérité se solde par des disparitions, des accidents ou des suicides suspects, comme si une main invisible maintenait depuis plus d'un siècle le voile du silence. Pourtant, certains chercheurs persistent, persuadés que les techniques d'harmonisation, développées au XIXe siècle par ces dames, ont laissé une empreinte durable dans les pratiques modernes de manipulation mentale, de management ou même de marketing, une adaptation insidieuse d'un savoir noir désormais banalisé. Et lorsqu'on parcourt les archives, on trouve des similitudes troublantes entre les carnets de la comtesse d'Aubry et les manuels de psychologie comportementale publiés dans les années 50 aux États-Unis ou en Europe, comme si la frontière entre science officielle et héritage occulte s'était effacée au fil du temps. L'histoire semble donc moins une relique qu'une source souterraine, toujours vivante, qui s'infiltre dans les structures modernes. Et c'est pourquoi la vallée de la Loire, malgré son apparence idyllique, continue d'être associée par certains chercheurs à un mémoire de fer et de sang. La confrérie a donc été profondément féminine, dénoncée par un prêtre dans les années 50, suspectée d'avoir mené des expériences d'un souterrain, d'écriture qui évoquent une science noire et un passé occulte. Une question subsiste. Quel est le rôle des femmes dans les cercles de pouvoir, qu'ils soient aristocratiques, politiques ou religieux? Les femmes sont souvent au service des hommes, mais les confréries aristocratiques, liées au milieu religieux, sont-elles aussi féminines? La comtesse d'Aubry aurait pu écrire des carnets, et une vieille famille de héritiers de la confrérie, Marianne Dupri, en est la molablie. Cachée derrière l'armistice, la charte de Portus est monstrueuse. À mesure que l'on s'approche de notre époque contemporaine, les indices liés à la confrérie des harmonisatrices se multiplient, mais prennent des formes plus insidieuses, comme si le cercle avait troqué ses rituels gothiques pour des instruments modernes et plus discrets. Dans les années 1990, un chercheur en sociologie de l'université de Tours, Michel Renard, commença à travailler sur un projet consacré au héritage invisible du paternalisme industriel et se trouva confronté à une série de témoignages d'anciens ouvriers décrivant des séminaires étranges organisés dans des manoirs de la vallée où l'on leur promettait une promotion, mais où ils subissaient en réalité des expériences de conditionnement psychologique. Isolement dans des chambres blanches, répétition de slogans, alternance de menaces et de récompenses. Renard nota que ces pratiques rappelaient directement les méthodes décrites dans les carnets du XIXe siècle, mais adaptées au vocabulaire managérial moderne. Et il affirma que certaines grandes entreprises de la région avaient recours à ces stages secrets pour tester la docilité des employés avant de les placer à des postes de confiance. Peu après avoir rendu public un article académique faisant le lien entre ces séminaires et l'ancienne confrérie, Renard fut victime d'un cambriolage où seul son ordinateur disparut. Et un mois plus tard, il fut retrouvé mort dans sa voiture, officiellement d'une crise cardiaque, bien qu'il n'ait aucun antécédent médical. Ses collègues racontèrent qu'il se sentait suivi, observé, et qu'il avait confié craindre l'œil des dames.
Dans le même temps, plusieurs châteaux furent rachetés par des fondations opaques qui se présentaient comme des associations culturelles ou patrimoniales. Mais derrière les façades de restauration historique, certains ouvriers affirmèrent avoir entendu des cris nocturnes ou découvert des salles équipées de caméras modernes et de systèmes d'isolation sonore. Un témoin anonyme parla même d'un oratoire numérique, où les expériences consistaient désormais à confronter les participants à des réalités virtuelles destinées à fragmenter leur identité, prolongeant ainsi les anciennes pratiques, mais avec la technologie du XXIe siècle. La rumeur grandit lorsqu'un hacker parisien publia sur un forum obscur des fichiers prétendument issus d'une de ces fondations, contenant des enregistrements audio de séances où des voix féminines guidaient des sujets à travers des épreuves mentales, brisant leurs liens familiaux et leur foi, exactement comme dans les carnets du temps de Morel, mais cette fois accompagnés d'analyses statistiques et de graphiques informatiques. Le site fut rapidement fermé, le hacker disparut, et les copies des fichiers ne circulent plus que sous forme de fragments sur des réseaux cryptés. Malgré tout, certains extraits suffisent à glacer le sang. On y entend un homme pleurer en répétant qu'il ne reconnaît plus sa femme, tandis qu'une voix douce l'encourage à se libérer du fardeau de l'attachement. Et l'on devine derrière cette douceur la même logique implacable qui animait les Dames de la Loire un siècle plus tôt. Ce qui choque aujourd'hui les chercheurs, c'est la continuité. Une tradition de manipulation qui semble s'être transmise de génération en génération, se réinventant sans cesse pour s'adapter aux outils du moment, du miroir sans teint au casque de réalité virtuelle. Les preuves matérielles demeurent rares, mais l'accumulation des disparitions, accidents et suicides suspects autour de ceux qui osent enquêter donne l'impression d'une main invisible qui n'a jamais cessé de protéger le secret. Plusieurs familles modernes, portant encore les noms d'Aubry, Charvet ou Vaubel, occupent toujours des positions influentes dans la finance, la culture ou la politique. Et lorsqu'on interroge leur histoire, elles évoquent une généalogie prestigieuse, mais restent étrangement vagues sur le XIXe siècle. Certains historiens affirment qu'elles considèrent leur rôle comme un héritage sacré, une mission de régénération sociale qui transcende les siècles, et que chaque génération de femmes est initiée aux méthodes de leurs ancêtres. En 2012, un photographe amateur qui explorait les ruines d'une dépendance du château de Montreuil découvrit par hasard une malle contenant des carnets reliés de cuir noir datés de 1987 à 1993, où des séances étaient décrites avec le même soin clinique que dans les manuscrits du XIXe siècle. Numéros de sujets, réactions à différents stimuli, courbes de progression de la soumission, et même des notations comme « attachement maternel dissous au bout de 72 heures ». Ces carnets disparurent avant d'être officiellement inventoriés, mais quelques clichés circulent encore et montrent clairement l'écriture féminine élégante, la précision scientifique et la froideur des descriptions. Il semble que la confrérie ne se cache même plus tant qu'elle reste protégée par l'indifférence générale. Car dans une société saturée d'informations, la vérité la plus monstrueuse peut se dissoudre dans la masse des rumeurs et des théories du complot. Ce qui demeure certain, c'est que la vallée de la Loire, derrière son image de carte postale, continue de dissimuler une mémoire noire qui se renouvelle sans cesse. Et chaque fois qu'un chercheur, un journaliste ou un simple curieux s'en approche, il finit par disparaître, comme happé par un gouffre dont nul ne revient indemne. Les habitants eux-mêmes, lorsqu'on les interroge, détournent les yeux et se contentent de dire « Ici, certaines dames règnent encore, même si vous ne les voyez pas ». Aujourd'hui, plus d'un siècle après la disparition de l'inspecteur Morel et des premiers témoins, la confrérie des harmonisatrices reste une ombre planant sur la vallée de la Loire, un mythe pour les uns, une réalité cachée pour les autres, mais toujours entourée d'événements qui défient l'explication rationnelle. En 2018, une équipe internationale de chercheurs en histoire sociale lança un projet baptisé Archives de l'ombre, destiné à collecter tous les fragments liés à l'affaire, depuis les carnets de Morel jusqu'aux notes de Renard et aux fichiers numériques du XXIe siècle. Et ce projet, bien qu'ambitieux, fut frappé dès ses débuts par une série d'accidents. 2 chercheurs espagnols périrent dans un incendie de voiture près de Chinon. Une doctorante polonaise disparut en pleine nuit dans un village voisin. Et le responsable du projet, le professeur Jean-Luc Servant, fut retrouvé inconscient dans son bureau, ses disques durs effacés par une intrusion inconnue. Malgré cela, certaines archives purent être sauvegardées et donnent un aperçu terrifiant de la continuité. Une lettre datée de 2016, signée d'une héritière Clément, décrivait des sessions de recalibrage émotionnel menées sur de jeunes cadres volontaires lors de stages de développement personnel. Et elle notait avec satisfaction que l'ancienne méthode de privation sensorielle combinée aux illusions numériques
produisent des résultats spectaculaires. Il devient ainsi clair que la confrérie a non seulement survécu, mais s'est fondue dans la modernité, exploitant la mode des coachings psychologiques et des séminaires de leadership pour poursuivre ses expériences à ciel ouvert, mais sous couvert de progrès. Ceux qui y participent, attirés par la promesse d'une carrière ou d'un mieux-être, ressortent changés. Certains deviennent incroyablement dociles, d'autres sombrent dans le mutisme ou la dépression, et rares sont ceux qui osent parler, car leurs contrats contiennent des clauses de confidentialité draconiennes. Une femme de 30 ans, ancienne stagiaire, raconta sous anonymat qu'on lui avait demandé de répéter pendant des heures que la famille est un poids et que l'amour est un mensonge, et que chaque fois qu'elle hésitait, on lui montrait une vidéo truquée où ses proches semblaient souffrir à cause d'elle. Elle affirma être sortie de ce stage, incapable de ressentir la moindre émotion pendant des mois. Plus inquiétant encore, certaines entreprises multinationales semblent financer ces séminaires, convaincues qu'elles peuvent ainsi obtenir une main-d'œuvre parfaitement malléable. En parallèle, la région de la Loire conserve ses légendes nocturnes. Habitants affirmant voir des processions de femmes en manteaux sombres près des châteaux, rumeurs d'enfants entendus pleurer derrière des murs épais, témoignages de promeneurs affirmant avoir découvert des symboles gravés dans les pierres, des devises latines évoquant l'ordre par la souffrance. À chaque fois que l'un de ces récits circule, les autorités locales réagissent promptement en parlant de superstition. Mais la rapidité avec laquelle les preuves disparaissent laisse supposer qu'un réseau de protection demeure. Ce qui frappe dans cette longue histoire, c'est la cohérence. Depuis le XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, les méthodes se ressemblent, les résultats se répètent et l'idéologie reste intacte, l'idée que l'humanité peut être améliorée par la destruction méthodique de ses liens affectifs, de sa mémoire et de sa foi. Les dames de la Loire, autrefois figures aristocratiques isolées, semblent avoir légué un modèle qui a trouvé sa place dans la science moderne, le management et même la politique. Et c'est pourquoi tant de chercheurs craignent que ce qui a commencé comme un rituel secret dans des caves voûtées ne soit devenu une logique diffuse qui structure silencieusement nos sociétés. Certains historiens parlent d'une mémoire souterraine, une connaissance transmise non pas par des livres publics, mais par des carnets privés, des réunions clandestines et désormais des serveurs cryptés, de sorte qu'elle échappe à toute tentative d'éradication. L'héritage de Morel, ses notes fragmentaires et son sacrifice, n'aura pas suffi à briser le cercle, et aujourd'hui encore, ses descendants ignorent peut-être que l'ombre de son enquête plane sur eux, car les lettres de menaces qu'il avait reçues évoquaient déjà sa famille à Portland comme target potentiel. Il est troublant de constater que l'un des derniers télégrammes interceptés parlait de connexions internationales, et en recoupant les archives récentes, on retrouve effectivement des échos en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux États-Unis, comme si la confrérie avait été sémée à l'échelle mondiale. La question demeure alors, combien d'institutions actuelles, combien de programmes prétendument scientifiques ou éducatifs portent réellement l'empreinte de cette tradition noire née dans les salons feutrés de la Loire? L'histoire de la confrérie des harmonisatrices n'est pas close, elle s'étend comme une tache invisible à travers le temps, et chaque fois qu'on la croit réduire au rang de légende, un nouvel indice surgit pour rappeler que certaines vérités sont trop effrayantes pour être pleinement révélées. Les châteaux resplendissent encore sous le soleil et attirent des millions de touristes, mais leurs pierres gardent en silence la mémoire des cris étouffés, des expériences notées avec une précision clinique et des rires élégants de femmes convaincues de servir le progrès en détruisant l'essence même de l'humanité. Et lorsque la nuit tombe sur la vallée, que la brume monte des rivières et que les silhouettes des tours se découpent dans la lueur de la lune, il suffit d'écouter le silence pour comprendre que l'ombre des dames n'a jamais disparu, qu'elle attend, patiente, prête à reprendre sa place dans la lumière dès que le monde sera assez distrait pour ne plus voir ce qui se trame derrière les façades éclatantes. Et peut-être est-ce déjà le cas.